Il n'était pas censé rester, juste emprunter pour une patrouille. C'était le plan. Nous menions des opérations transfrontalières depuis Kontum, fin 69. MACV SOG, Studies and Observations Group, bien que tout le monde sache ce que cela signifiait à ce moment-là. Le nom était un camouflage bureaucratique, le genre d'étiquette qui mettait les sénateurs à l'aise pendant les audiences budgétaires. Nous allions dans des endroits qui officiellement n'existaient pas, faisions des choses qui officiellement ne se produisaient pas, et rédigions des rapports qui officiellement disparaissaient dans des classeurs qui officiellement n'étaient pas là. Nous étions bons. Nous savions que nous étions bons. Il le fallait. Les équipes qui n'étaient pas bonnes ne revenaient pas, et leurs erreurs devenaient des leçons pour le reste d'entre nous. Chaque homme dans une équipe MACV-SOG avait survécu à des sélections dont la plupart des candidats des forces spéciales n'avaient même jamais entendu parler. Nous nous étions entraînés ensemble, avions saigné ensemble, avions appris à lire les mouvements des autres dans l'obscurité. Nous nous déplacions dans la jungle comme si elle nous appartenait. Puis ils nous ont envoyé un Australien. Pas affecté, emprunté. Un programme d'échange entre commandements qui existait sur le papier quelque part, conçu par des officiers d'état-major qui pensaient que la pollinisation croisée des tactiques profiterait à tout le monde. Une patrouille, disait-il. Voir comment l'autre côté travaille, apprendre quelque chose, partager des techniques. Puis il retourne et nous continuons notre guerre. Sergent SAS, plus vieux que la plupart d'entre nous, peut-être 35 ans, ce qui dans cette jungle semblait ancien. La plupart d'entre nous avions la vingtaine, quelques-uns approchant la trentaine. L'Australien avait des rides autour des yeux qui ne venaient pas du sourire. Il s'est présenté à la base avancée avec moins d'équipement que notre opérateur radio n'emportait. Pas de chargeurs supplémentaires sanglés partout, pas de grenades pendues à son harnais comme des décorations de Noël, pas de couteau attaché à sa botte, pas de gourde supplémentaire, pas de modification personnelle à son équipement. Juste son arme, chargement de base, eau. Comme s'il partait pour une promenade. Nous l'avons regardé. Il a regardé la jungle. N'a pas dit grand-chose. Notre chef d'équipe a présenté tout le monde. Le chef venait du Midwest. Militaire de carrière, 3 tours dans le pays, travaillant sur son 4e. Un homme solide. Ne prenait pas de risques, mais n'hésitait pas quand ça comptait. Il nous avait gardés en vie pendant 8 mois, ce qui en termes SOG était une ère géologique. L'Australien a serré des mains, hoché la tête, trouvé un coin pour vérifier son équipement. Méthodique, silencieux. Le genre de silence qui n'est ni timide, ni incertain, juste économe. Comme s'il comprenait que les mots étaient une ressource consommable et qu'il n'était pas intéressé à les gaspiller en politesse. Nous avons briefé l'itinéraire de patrouille. Reconnaissance standard de 5 jours, franchir la frontière, se déplacer vers un carrefour de pistes profondément dans la zone opérationnelle, établir un poste d'observation, compter le trafic, identifier les types d'unités, collecter du renseignement, sortir proprement. Pas d'héroïsme, pas de contact si nous pouvions l'éviter. La mission était yeux et oreilles, pas doigts sur la détente. L'Australien a écouté, posé 2 questions, toutes 2 sur les sources d'eau. Pas sur la force ennemie, pas sur les points d'extraction, pas sur l'appui-feu ou les zones d'atterrissage alternatives. L'eau. Le chef m'a jeté un coup d'œil. J'ai haussé les épaules. Nous avons franchi la frontière à 0,300. La première chose qu'on remarquait chez l'Australien était son rythme. Nous nous déplacions vite. C'était la doctrine. Entrer, aller profond, établir votre position de repos avant les premières lueurs. La vitesse était la survie. Chaque minute près de la frontière augmentait vos chances d'être compromis. Plus vous restiez en zone peu profonde, plus vous risquiez de tomber sur une patrouille, un poste d'écoute, un guetteur de piste qui se mettrait à la radio et ferait s'abattre le monde sur votre tête. Alors nous avancions, pas en courant, mais en poussant, agressif, confiant. L'Australien ne se pressait pas lent, juste mesuré. Chaque pied placé délibérément, testant le poids avant de s'engager. Il se déplaçait comme s'il lisait le sol à travers ses bottes, comme si la jungle était une langue écrite dans la terre et les feuilles, et qu'il traduisait au fur et à mesure. Après 20 minutes, le chef a regardé en arrière. Nous avions ouvert un écart. L'Australien était à 50 mètres derrière, encore visible dans l'obscurité verte, mais à la traîne. La file s'était étirée. Le chef a arrêté la patrouille. Nous avons mis un genou à terre, procédure d'arrêt standard. Sécurité déployée, tout le monde écoutant, attendant. L'Australien a rattrapé, ne s'est pas excusé, n'a pas expliqué, n'a offert aucune excuse sur le terrain ou son équipement ou le besoin d'ajuster quoi que ce soit. A juste pris sa position dans la file, 4e homme en arrière où nous l'avions placé. Nous avons repris la marche,
Même chose, l'écart s'est ouvert. Cela s'est produit 3 fois avant l'aube. La 3e fois, notre éclaireur m'a chuchoté. Il va y arriver? Je ne savais pas. L'éclaireur était un gars de ferme né en Oklahoma, phénoménal dans la brousse. Il pouvait lire le terrain comme certains hommes lisent les journaux, anticiper les obstacles avant qu'ils n'apparaissent, trouver des pistes de gibier qui facilitaient le mouvement. S'il était inquiet, ça signifiait quelque chose. Mais je n'avais pas de réponse. L'Australien était là. Nous étions coincés avec lui. Tout ce que nous pouvions faire était de nous adapter. Nous avons atteint notre position de repos juste avant que le jour ne se lève. Procédure standard. Poser les clés morts, établir la rotation de garde, manger froid, dormir par roulement. L'Australien a trouvé une position sur le périmètre, n'a pas eu besoin qu'on lui montre où, n'a pas eu besoin qu'on lui dise quel secteur surveiller ou comment s'orienter, a juste lu le terrain et pris l'emplacement qui avait du sens. Une position avec bonne visibilité et couvert avec repli. J'avais le premier tour de garde avec lui. Nous étions assis là pendant que la jungle se réveillait. Les oiseaux d'abord, toujours les oiseaux. Puis les singes s'écrasant à travers la canopée, secouant les branches, faisant du bruit qui couvrait tous les autres sons. Puis les insectes, montant jusqu'à ce mur constant de bruit qui devenait la bande sonore de chaque jour. Au plein matin, la jungle était une chose vivante, respirant et bougeant, et criant à des fréquences qui faisaient mal aux dents. L'Australien n'a pas dormi. Il regardait. Pas en balayant comme on nous l'avait appris. Pas ce mouvement mécanique gauche, droite, gauche que chaque armée du monde inculque à ses hommes. Juste regardant. Comme s'il attendait quelque chose de spécifique, comme si la jungle finirait par lui dire quelque chose s'il faisait assez attention. « Tu te déplaces toujours aussi lentement ?» ai-je demandé doucement. Tout le monde essayait de dormir, et la discipline sonore s'appliquait même dans la position de repos. « Assez vite », a-t-il dit. C'était tout. Pas d'explication, pas de défense, pas de leçons sur les techniques de terrain appropriées ou les tactiques australiennes, ou comment nous, les Américains, nous précipitions toujours et manquions les détails importants. Juste, assez vite. J'ai laissé tomber. Nous ne savions pas encore, mais dans les 48 heures, aucun de nous ne voulait qu'il parte. La différence est devenue apparente le 2e jour. Nous longions une piste, pas dessus, décalée de 50 mètres, nous déplaçant à travers la jungle secondaire, surveillant le trafic. Travail de reconnaissance standard. La piste elle-même était très utilisée, terre battue avec des empreintes fraîches et des traces de vélo, une route d'approvisionnement majeure, ce qui signifiait qu'elle valait la peine d'être surveillée et qu'il était dangereux de s'en approcher. Notre éclaireur menait, bons yeux, bons instincts. Il pouvait sentir une embuscade avant qu'elle ne se développe, percevoir quand le terrain semblait anormal, sentir quand des yeux étaient sur nous. Il nous gardait honnêtes, nous gardait prudents. L'Australien était 4e dans la file, derrière moi. Nous avancions depuis environ 1 heure quand j'ai senti une main sur mon épaule. Pas agrippante, pas urgente, juste posée là. Légère pression, assez pour signifier halte. Je me suis retourné. L'Australien s'était arrêté. Sa main ne signalait pas un danger, ne pointait rien, ne faisait rien sauf toucher mon épaule. Assez légèrement pour que j'aurais pu m'en défaire si je l'avais voulu. J'ai levé le poing. La patrouille s'est arrêtée. Tout le monde a mis un genou à terre. Sécurité déployée. Armes prêtes, attendant. La tête de l'Australien était inclinée, écoutant, ne regardant pas autour, ne balayant pas la jungle, ne vérifiant pas le sol ou la canopée, juste écoutant. 30 secondes ont passé, rien. L'éclaireur a regardé en arrière, interrogateur. J'ai haussé les épaules, ne savais pas ce que nous attendions. Encore 30 secondes, toujours rien. Juste le bruit de la jungle. Oiseaux, insectes, le vent se déplaçant à travers la canopée. Sons normaux, rien de déplacé. L'Australien a baissé sa main. Nous avons repris la marche. 10 minutes plus tard, ça s'est reproduit. Main sur mon épaule, nous nous sommes arrêtés. Cette fois, il a pointé, pas vers quelque chose de spécifique, juste vers le sol devant où l'éclaireur venait de marcher. Le même sol que nous allions tous traverser. Puis il a avancé, m'a dépassé, a dépassé l'éclaireur. Il s'est agenouillé. Nous avons attendu. Il a étudié quelque chose, l'a regardé sous 3 angles, n'a rien touché, a juste regardé. Sa tête bougeait lentement, examinant ce qu'il voyait sous différentes perspectives, comme un joaillier examinant une pierre. N'a pas levé les yeux. « Herbe pliée », a-t-il dit. « Herbe pliée. Mauvaise direction. » Mauvaise direction ? Pliée vers la piste.
L'herbe se plie en s'éloignant du trafic, pas vers lui. À moins que quelque chose soit venu de la piste récemment, dernières heures. J'ai réfléchi à ça. Essayé d'imaginer ce qu'il avait vu. Essayé de me souvenir si j'avais remarqué l'herbe du tout. Ça aurait pu être un animal, ai-je dit. Ça aurait pu. Mais il nous avait fait changer de route quand même. C'était ça le truc. Il n'avait pas argumenté, n'avait pas insisté, n'en avait pas fait une grosse affaire, avait juste tranquillement suggéré une route différente et nous l'avions prise. Et maintenant nous étions là à parler d'herbes pliées. Je voulais en demander plus. Voulais savoir comment il l'avait repéré, comment il avait su que ça comptait, comment il avait appris à lire ses signes. Mais il était retourné à nettoyer son arme et la conversation était clairement terminée. Ce n'était pas qu'il en savait plus, c'était qu'il faisait moins confiance. Troisième jour, nous avons atteint notre point d'observation principal. Bonne position, en hauteur, vue dégagée sur le carrefour de piste en contrebas, couvert avec route de repli vers la crête derrière nous. Nous nous sommes installés pour la longue attente. C'était la partie ennuyeuse. Regarder, attendre, compter. Parfois tu restais assis 3 jours et ne voyais rien. Parfois tu voyais un bataillon se déplacer vers le sud et devais compter chaque camion, chaque arme, chaque soldat, sachant que le renseignement quelque part l'intégrerait dans leur modèle et projection. Nous n'avons rien vu ce premier jour. L'Australien était assis légèrement en retrait de la ligne d'observation principale, ne regardant pas la piste, regardant tout le reste. La canopée, les routes d'approche, les angles morts dans les vallées, les lignes de crête. Des zones que nous avions déjà vérifiées, déjà considérées comme sans importance. Deuxième jour au poste d'observation, il a tapé sur l'épaule du chef. « Oiseau !» a-t-il dit. Le chef a regardé. « Quoi les oiseaux ?» Ils se sont arrêtés. Nous avons écouté. Il avait raison. Le bruit normal des oiseaux s'était estompé, pas disparu, juste atténué. Comme si quelqu'un avait baissé le volume de la jungle. « Quelque chose bouge », a dit l'Australien. « Pas proche, peut-être 200 mètres, côté sud. » Le chef a scruté la jungle, n'a rien vu. Moi non plus. Personne d'autre non plus. Juste du vert et de l'ombre, et la végétation épaisse qui rendait la visibilité au-delà de 50 mètres presque impossible. « T'es sûr ?» L'Australien n'a pas répondu, a juste continué à regarder. Son arme était en travers de ses genoux, main posée dessus, prêt mais pas tendu, attendant. 15 minutes plus tard, nous les avons repérés. 4 soldats nord-vietnamiens se déplaçant perpendiculairement à la piste, à environ 150 mètres. Pas en recherche, pas en patrouille, juste en mouvement. Probablement une équipe de courrier ou un élément de liaison voyageant entre unités. Ils portaient des sacs légers, se déplaçaient avec détermination, ne s'arrêtaient pas pour vérifier leurs environs. Ils sont passés, n'ont jamais su que nous étions là. Après leur départ, le chef a demandé « Comment tu savais ?» « Les oiseaux savent toujours en premier », a dit l'Australien. « Ils arrêtent de chanter quand quelque chose ne va pas. Pas tous d'un coup, juste moins. Tu les écoutes assez longtemps, tu peux faire la différence entre un mouvement normal et un mouvement anormal. » « C'est quoi un mouvement anormal ?»« Les humains, » a dit l'Australien. « Les prédateurs. Tout ce qui n'appartient pas. » Le chef a hoché la tête, n'a rien dit d'autre, mais je l'ai vu écouter plus attentivement après ça. Nous tous. À un moment donné, nous avons arrêté de dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» Nous attendions juste. La patrouille était censée durer 5 jours. Le 6e jour, le chef a reçu un appel radio. Le commandement voulait savoir quand l'Australien allait rentrer, une histoire de planning. Le programme d'échange avait d'autres unités en attente. Il était temps de le permuter, le renvoyer à son unité, faire venir le prochain gars dans la rotation. Le chef a regardé l'Australien, m'a regardé, a regardé le reste de l'équipe. « Dites-leur que la patrouille est prolongée », a-t-il dit dans le combiné. « Combien de temps ?»« Pas encore fini », a dit le chef. « On vous tiendra informé. » Il n'a pas expliqué. Le commandement n'a pas demandé. Au MACV SOG, les exigences de mission avaient la priorité sur les plannings. Si nous disions que nous n'avions pas fini, nous n'avions pas fini. Il poserait des questions plus tard, peut-être, mais pas maintenant. 8e jour, nous nous déplacions vers un poste d'observation secondaire. Pistes différentes, vallées différentes. Le terrain était pire ici. Plus escarpé, végétation plus dense, triple canopée qui rendait la navigation difficile et le mouvement plus lent. Chaque mètre gagné ressemblait à un effort. L'éclaireur a trouvé ce qui ressemblait à une piste de gibier traversant un terrain difficile. Corridor naturel, relativement dégagé, nous ferait économiser 2 heures de travail à la machette et d'escalade à travers des lianes. Attends 1 minute. Décision facile. Il a commencé à s'y engager.
L'Australien l'a arrêté. Pas avec des mots, s'est juste mis devant, bloquant le passage. L'éclaireur a regardé le chef. Le chef a regardé l'Australien. « Problème ?» a demandé le chef. L'Australien a avancé lentement, étudiant la piste. Il s'est agenouillé à l'entrée où la piste de gibier s'ouvrait depuis la jungle, a touché la terre au bord, l'a frotté entre ses doigts, l'a senti. « C'est utilisé », a-t-il dit. « Ouais », a dit l'éclaireur. « Par des cerfs. »« Peut-être », a dit l'Australien. Il s'est levé, a regardé le terrain des deux côtés, puis la canopée, puis la piste elle-même, suivant sa ligne avec ses yeux, la lisant comme une carte. « Quelqu'un surveille cette piste », a-t-il dit. « Tu vois une position ?» a demandé le chef. « Non. »« Tu vois des signes, position de combat, champ de tir dégagé, quoi que ce soit ?» ?»« Non. »« Alors comment ?»« Je surveillerai cette piste », a dit l'Australien. « Point d'étranglement naturel, seule route facile à travers ici. Tout le reste, c'est du mouvement difficile. Si j'étais eux, je la surveillerais. Mettrais un poste d'écoute à 2 hommes ici. Les ferais tourner tous les quelques jours. Attraperais quiconque prend la route facile. Nous avons regardé la piste à nouveau. Ça avait du sens. Endroit parfait pour un poste d'écoute. Endroit parfait pour attraper des patrouilles paresseuses. « Ça pourrait être rien », a dit l'éclaireur. « Ça pourrait. » L'Australien était d'accord. Nous avons contourné, pris 3 heures au lieu d'1. Travail à la machette, mouvement lent, épuisant à travers une végétation qui semblait conçue pour empêcher le passage humain. Des épines qui s'accrochaient à tout, des lianes qui s'enroulaient autour des chevilles et des armes. Une chaleur qui faisait de la respiration un effort. Personne ne s'est plaint parce que nous comprenions maintenant. Nous commencions à voir la jungle comme l'Australien la voyait. Pas comme un terrain à traverser, mais comme un système vivant qui racontait des histoires si on faisait attention. Nous n'avons pas dit que nous avions besoin de lui, nous avons juste dit que la patrouille n'était pas encore finie. 11e jour. Nous retournions vers la frontière. Extraction dans 2 jours. La patrouille avait été calme. Bons renseignements collectés. Identification d'unité, schéma de mouvement, estimation de flux d'approvisionnement, pas de contact, pas de compromission. Exactement comme on voulait que ça se passe. Fantôme à l'entrée, fantôme à la sortie. Nous étions fatigués. Ce genre de fatigue où ton corps continue de bouger, mais ton cerveau commence à dériver. 11 jours d'hypervigilance t'usent d'une façon qui ne se voit pas sur ton corps. Ton esprit devient flou. Le temps de réaction ralentit. Tu commences à faire des erreurs, petites au début, qui s'accumulent en gros problèmes. L'Australien regardait toujours tout. Fin d'après-midi, il nous a arrêtés à nouveau. Cette fois, il n'a rien pointé. Il est juste resté là, absolument immobile. Pas figé de peur, juste en pause, écoutant, sentant, lisant quelque chose que nous ne pouvions pas lire. Nous nous sommes figés. Il a incliné la tête. Cette posture d'écoute que nous avions appris à reconnaître. Celle qui signifiait qu'il entendait quelque chose qui comptait. Quelque chose qui ne collait pas. 30 secondes, 1 minute, puis très doucement, quelqu'un est derrière nous. Les yeux du chef se sont écarquillés. À quelle distance? C'est pas, je ne les entends pas, mais quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Trop silencieux. Devant nous, bruit de jungle normal. Derrière nous, rien. Nous avons écouté, essayé d'entendre ce qu'il entendait, essayé de sentir ce qu'il sentait. Il avait raison. Derrière nous, la jungle était devenue silencieuse. Pas morte silencieuse, mais atténuée, supprimée, comme si quelque chose bougeait là-bas qui rendait tout le reste nerveux. Ça pourrait être une coïncidence, ai-je chuchoté. Ça pourrait être n'importe quoi, changement de temps, prédateur, n'importe quoi. L'Australien n'a pas répondu, n'a pas argumenté, est juste resté là à attendre que le chef prenne une décision. Le chef l'a prise vite. Changement de route, couper vers l'est, puis revenir en cercle vers le nord. Nous avons bougé. Direction différente, plus lentement, plus silencieusement, furtivité maximale. Maintenant, si quelqu'un était derrière nous, nous devions le savoir. Si quelqu'un nous pistait, nous devions les semer. 1 heure plus tard, nous nous sommes arrêtés sur une petite crête. L'Australien a grimpé à un arbre, pas haut, juste assez pour voir en arrière sur le terrain que nous avions quitté, peut-être 6 mètres, caché dans les branches, utilisant le couvert naturel. Il est resté là-haut 10 minutes. Quand il est descendu, son visage n'avait pas changé, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Quelque chose de sombre, quelque chose de certain. « Ils suivaient », a-t-il dit. « Tu les as vus ?»« J'ai vu où ils se sont arrêtés, où nous avons tourné. Ils sont restés là un moment, puis sont repartis. » « Combien ? Impossible à dire. Au moins 4, peut-être plus. » « Comment tu sais qu'ils nous suivaient ? »
Ils se sont arrêtés exactement là où nous avons changé de direction. Exactement. Ils ont atteint ce point, ont réalisé qu'on avait tourné, sont restés là à décider quoi faire, puis sont repartis. Le chef a absorbé ça. Il nous pistait ou il se trouvait juste sur la même route? Il suivait, a dit l'Australien. Trop délibéré, trop concentré. Pourquoi ils ont fait demi-tour? L'Australien a réfléchi à ça. Perdu la piste, ou décidé que ça n'en valait pas la peine, ou savait qu'il ne pouvait pas nous rattraper avant la nuit. Nous sommes restés assis là en silence, tous pensant la même chose. Nous avions été compromis et nous l'avions pas su. Quelqu'un avait relevé notre piste, nous avait suivis pendant on ne sait combien de temps, et nous avions été inconscients jusqu'à ce que l'Australien le sente. Pas le voie, pas l'entende, le sente. Ce soir-là, le chef a demandé une autre prolongation. Le commandement était moins accommodant cette fois. Le programme d'échange avait du retard. D'autres unités attendaient. L'Australien devait rentrer. Les plannings devaient être respectés. La paperasse devait circuler. Un officier d'état-major quelque part regardait un calendrier qui ne correspondait pas à la réalité. Le chef n'a pas argumenté, a juste dit « Compris, nous nous conformerons ». Puis il s'est tourné vers l'Australien. « Nous extrayons après-demain, tu retourneras à ton unité ». L'Australien a hoché la tête. Personne n'a rien dit. Qu'y avait-il à dire? Il n'était pas à nous, ne l'avait jamais été. Nous l'avions emprunté, et maintenant nous devions le rendre. Mais personne ne le voulait. L'absence de contact est la preuve. 13e jour, jour d'extraction. Nous avons atteint la zone d'atterrissage en avance. Procédure standard. Sécuriser la zone, établir le périmètre, vérifier les menaces, attendre les hélicoptères. La zone d'atterrissage était un cratère de bombe d'une ancienne frappe de B-52. Assez grand pour un hélicoptère, entouré de jungle secondaire. Pas idéal, mais utilisable. L'Australien a posé son équipement, commencé ses vérifications pré-vol. Armes en sécurité, chargeurs comptés, équipement de vision nocturne rangé, tout selon le règlement. Se préparant à la transition du terrain au vol, de la mission au mouvement. L'éclaireur est venu, a tendu la main. « Apprécié », a-t-il dit. L'Australien a serré, hoché la tête. N'avait pas besoin que les mots soient expliqués. Ils savaient tous les deux ce qui était dit. Le chef nous a rassemblés. Débriefing rapide avant que les hélicos n'arrivent. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce que nous avions appris, ce que nous changerions. Truc standard. Le genre de discussion après action qui avait lieu à chaque patrouille. La façon dont on restait affûté, dont on restait en vie. Puis il regarda l'Australien. « Quelque chose à ajouter ?» L'Australien y réfléchit. On pouvait le voir considérer, peser s'il devait dire quoi que ce soit. « Vous bougez bien », dit-il finalement. Rapide, agressif quand il le faut, confiant. Il fit une pause, on attendit. Mais parfois, lent et plus rapide. C'était tout. Pas d'élaboration, pas d'explication, pas de leçon sur la patience ou l'observation ou l'importance du savoir-faire de terrain. Juste, parfois, lent, c'est plus rapide. Les hélicoptères arrivèrent. Le souffle violent des rotors aplatissait l'herbe et rendait toute parole impossible. On embarqua. L'Australien monta dans le premier appareil qui retournait vers son unité. On monta dans le second, direction la FOB. On fit le vol retour. Au débriefing, quelque chose se passa que je n'avais pas anticipé. L'officier de renseignement demanda au chef d'équipe s'il y avait eu contact, des observations, un engagement, des tirs échangés, les questions habituelles. « Aucun », dit le chef d'équipe. 13 jours, pas de contact. Exact. L'officier de renseignement parut sceptique. Cette zone était chaude, des contacts réguliers étaient attendus. Des équipes partaient là-bas et revenaient criblées de balles ou ne revenaient pas du tout. 13 jours sans accrochage, c'était inhabituel. Des quasi-incidents? Des situations critiques? Le chef d'équipe me jeta un coup d'œil, puis se retourna vers l'officier. « On a évité 3 compromissions potentielles, dit-il. »« Comment? Meilleur savoir-faire de terrain ?» L'officier attendit la suite. Le chef d'équipe n'offrit rien de plus. Il resta juste assis là, calme, attendant la question suivante. L'officier passa à autre chose, commença à poser des questions sur les identifications d'unités, les schémas de mouvement, tout le renseignement qu'on avait collecté, le vrai but du débriefing. Mais je n'arrêtais pas de penser à cet échange. Meilleur savoir-faire de terrain. C'est ce que le chef d'équipe avait dit. Pas la chance, pas le hasard, pas une mauvaise journée de l'ennemi. Meilleur savoir-faire de terrain. Ce qui signifiait qu'on avait appris quelque chose là-bas, quelque chose qui comptait,
quelque chose qu'on ne savait pas avant. L'Australien retourna à son unité. On le demanda pour la patrouille suivante, refusé. Il était programmé pour la rotation vers l'Australie. Sa période était terminée. Autour de quelqu'un d'autre. On demanda n'importe quel éclaireur SAS. Pas obligé que ce soit lui. N'importe qui avec une formation similaire, des compétences similaires, une façon similaire de voir la jungle. Refusé. Le programme d'échange était complet. D'autres unités avaient la priorité. On avait eu notre tour. On partit pour la patrouille suivante sans lui. Même zone, même profil de mission, observation de pistes, collecte de renseignements, travail discret. Jour 3, on s'est fait toucher. Embuscade. Bien planifiée, bien exécutée, sur un carrefour de pistes qu'on avait identifié comme à faible risque selon notre évaluation normale. Ils l'avaient monté parfaitement. Nous ont pris à découvert. Ont ouvert le feu avec des armes automatiques depuis 3 côtés. Personne n'est mort, mais on a eu des pertes. 2 blessés, 1 grave. On a dû appeler une extraction d'urgence. La mission était foutue. La patrouille était compromise. Et on a passé les 6 heures suivantes à courir et tirer pour rejoindre une ZA alternative, pendant que des hélicoptères d'attaque nous couvraient. Au débriefing après, le chef d'équipe n'a rien dit sur l'Australien. Pas besoin. Pas besoin de souligner qu'on avait marché dans quelque chose qu'on aurait dû éviter. Raté des signes qu'on aurait dû voir. Bouger trop vite quand on aurait dû bouger lentement. On savait tous. On savait depuis 3 jours. On savait que quelque chose était différent sans lui. On savait qu'on opérait à l'ancienne manière. La manière rapide, la manière agressive, la manière américaine. Et ça nous avait rattrapés. On ne lui a pas demandé de rester. On a demandé quand on le reverrait. 6 mois plus tard, j'ai fait ma rotation, je suis rentré, j'ai essayé d'oublier, essayé de m'adapter à un monde où la chose la plus dangereuse était la circulation, où personne n'essayait de vous tuer, où on pouvait marcher dans les bois sans vérifier chaque pas. Une partie a marché, une partie non. Les années ont passé, des décennies. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai construit une carrière, j'ai fait toutes les choses qu'on est censé faire quand on rentre d'une guerre. Je suis allé à l'université avec le GI Bill, j'ai trouvé un travail, acheté une maison, essayé d'être normal. Je pensais à cette patrouille parfois, à l'Australien, à ce qu'il nous avait montré. Généralement tard la nuit quand je n'arrivais pas à dormir, quand les vieux souvenirs revenaient sans y être invités. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas eu de fusillade où ses compétences nous avaient sauvé la vie de façon évidente. Pas de moment héroïque qu'on pouvait désigner en disant « c'est là qu'il a fait la différence ». Pas d'action digne d'une médaille. Juste une série de petites choses. De l'herbe pliée, des oiseaux silencieux, un sentiment que quelque chose n'allait pas. Une piste de gibier qui semblait fausse. Un silence derrière nous qui n'aurait pas dû être là. Chacune insignifiante en soi. Ensemble, elles nous ont gardés en vie. En 1998, j'ai fait un voyage en Australie. Une affaire personnelle, ma femme voulait voir Sydney. Sa sœur avait déménagé là-bas, épousé un Australien, et on promettait de leur rendre visite depuis des années. Alors on y est allé. 2 semaines, on a joué les touristes, vu le port, le pont, l'opéra, toutes les choses que les visiteurs sont censés voir. Pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à poser des questions. Groupe de vétérans, club RSL, association SAS. Je n'étais même pas sûr de ce que je cherchais au début, juste curieux, me demandant si quelqu'un se souvenait du programme d'échange, si quelqu'un savait pour les détachements MacVogue. Quelqu'un m'a donné un nom, puis un autre nom, puis un contact. Je l'ai trouvé à Perth, à la retraite, propriétaire d'une petite ferme en dehors de la ville. Des moutons surtout, quelques bovins, une vie tranquille. J'ai appelé. Il ne se souvenait pas de moi au début. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai expliqué. La patrouille en 69, MacVSOG, 14 jours, observation de piste. « Oh, dit-il, d'accord. » Long silence sur la ligne. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il. « Si tu as le temps ?»« Ouais, dit-il, j'ai le temps. » On s'est retrouvés pour un café en ville. Il avait l'air plus vieux, bien sûr. Moi aussi. 30 ans avaient passé. Il avait la 60aine maintenant, toujours mince. Avait toujours cette façon de s'asseoir qui suggérait qu'il était à l'aise avec le silence et n'avait pas besoin de le remplir de mots. On a parlé un moment. Famille, travail, les choses habituelles. Ses enfants étaient grands, les miens étaient à l'université. La vie avait continué pour nous deux. Puis je lui ai demandé « Tu savais quand tu étais avec nous? Tu savais que tu changeais notre façon de travailler ?» Il y réfléchit, prit son temps, la manière australienne. « J'essayais pas de changer quoi que ce soit, dit-il finalement. Je faisais juste ce qui avait du sens. Mais tu étais différent. La façon dont tu bougeais, dont tu observais, dont tu lisais la jungle. Peut-être, dit-il.
Vous autres, vous bougiez comme si vous vouliez trouver l'ennemi. Nous, on bougeait comme si on voulait l'éviter. C'est tout. Il sourit. Petit sourire, plus dans les yeux que dans la bouche. C'est tout, dit-il. Je lui ai posé des questions sur sa période, sur d'autres patrouilles qu'il avait faites, d'autres Américains avec qui il avait travaillé. Il n'a pas dit grand-chose. Homme discret. Même après toutes ces années, même dans un café à Perth, sans rien à protéger, rien à cacher, il opérait toujours avec cette même économie de mots. Mais il a dit une chose qui m'est restée. Vous autres, vous pensiez que la jungle était un obstacle, dit-il, quelque chose à surmonter. Nous, on pensait que c'était une bibliothèque, pleine d'informations si on savait comment la lire. Une bibliothèque? Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais ça avait du sens. Parfaitement sens. Tu y es jamais retourné? Demandai-je. Après la guerre? Au Vietnam? Ouais, une fois, dit-il. 1995, juste pour voir. Un truc touristique. Ma femme voulait y aller. C'était comment? Il regarda par la fenêtre. Rue tranquille. Soleil d'après-midi australien. Paisible. Différent, dit-il. Toujours chaud, toujours humide, mais différent. Personne qui essaie de te tuer, ça change l'impression d'un endroit. On a parlé encore 1 heure, puis il a dû partir. Le travail de la ferme. Les animaux se fichent que tu prennes un café avec un vieux camarade de guerre. On s'est serré la main. Il m'a donné son adresse, m'a dit d'écrire si jamais j'en avais envie. J'ai dit que je le ferais. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça semblait juste qu'on avait dit ce qui devait être dit. Il est retourné à son unité, mais il a laissé quelque chose derrière lui. Une façon différente de voir la jungle. Une façon différente de mesurer le succès. Pas par les contacts établis, mais par les contacts évités. Pas par les ennemis tués, mais par le fait de rentrer intact. Pas par le terrain pris, mais par le terrain compris. Je pense aux jeunes hommes, qu'on était soldats américains, confiants dans notre entraînement, notre puissance de feu, notre agressivité. On nous avait appris à engager et détruire l'ennemi, à dominer le champ de bataille, à imposer notre volonté par la force supérieure et la violence de l'action. Et je pense au discret Australien qui nous a montré autre chose. Pas mieux, pas pire, juste différent. La patience plutôt que la vitesse, l'observation plutôt que l'action, la confiance plutôt que les suppositions, l'écoute plutôt que la parole. On l'a emprunté pour une patrouille, c'est devenu 13 jours, c'est devenu une leçon qui a duré toute une vie. Parfois je me demande ce qui se serait passé s'il était resté. S'ils avaient rendu ça permanent, si ce programme d'échange était devenu quelque chose de réel, si des éclaireurs SAS australiens avaient été intégrés aux équipes MACV-SOG de façon régulière. Combien de patrouilles seraient revenues sans accrochage? Combien d'hommes seraient rentrés chez eux? Combien de noms ne seraient pas sur ce mur à Washington? Mais ce n'est pas comme ça que ça a marché. Il avait sa propre unité, sa propre guerre, sa propre mission. L'implication de l'Australie au Vietnam était plus petite que la nôtre, plus sélective, plus prudente. Ils ne pouvaient pas se permettre de disperser leurs SAS dans toutes nos zones d'opération, peu importe combien on aurait pu les vouloir. On avait notre guerre, ils avaient la leur. Pendant 13 jours, ces guerres se sont chevauchées. Et dans ce chevauchement, on a appris quelque chose qu'on ne savait pas qu'on avait besoin d'apprendre. La jungle se fiche des tactiques. Elle se fiche de la doctrine ou de l'entraînement ou de la fierté nationale. Elle se fiche que tu sois américain ou australien ou vietnamien. Elle respecte une seule chose, ceux qui la respectent en retour. L'Australien la respectait, la comprenait, la lisait comme une langue qu'il avait apprise jeune et jamais oubliée. Et pendant 13 jours, il nous a appris à faire pareil, ou à essayer. Une partie est restée, une partie non. On est retourné à nos vieilles habitudes finalement, parce que c'est ce que fait l'entraînement. Il crée des schémas difficiles à briser, même quand on sait qu'ils doivent être brisés. Mais ces 13 jours ont changé quelque chose en moi. Changé ma façon de voir le monde, pas seulement la jungle. Changé ma façon d'aborder les problèmes. Changé ma façon d'écouter. Même maintenant, des décennies plus tard, dans un monde où les jungles sont des destinations touristiques et les guerres des souvenirs, je me surprends à faire les choses comme ils nous l'avaient appris. Faire une pause avant d'agir, observer avant de bouger, écouter avant de parler. Faire confiance à mon instinct quand quelque chose semble faux, même si je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est l'histoire. Pas de fusillade, pas de décompte de corps, pas de sauvetage dramatique, pas de cérémonie de médaille ou de reconnaissance officielle. Juste un Australien discret qui se déplaçait dans la jungle comme s'il y appartenait. Et un groupe d'Américains qui ont été assez intelligents pour faire attention. On ne voulait pas le rendre. Pas parce qu'on ne pouvait pas faire le travail sans lui. On pouvait, on l'avait fait avant, on l'a fait après. Mais parce qu'il nous avait montré comment le faire mieux. Et c'est un cadeau qu'on n'oublie pas. Même quand on essaie, même quand les souvenirs s'estompent et les détails se brouillent et les noms disparaissent,
et que tout ce qui reste, c'est la sensation de se déplacer dans l'obscurité verte avec quelqu'un qui la comprenait mieux qu'on ne le pourrait jamais, même alors. Je fais encore des rêves parfois, sur la jungle, sur les patrouilles, sur cette sensation d'être observé, d'être traqué, d'être à un faux pas du contact. Dans ces rêves, je bouge toujours trop vite. Et il y a toujours quelqu'un derrière moi, la main sur mon épaule, qui me dit de ralentir. Je ne vois jamais son visage. Pas besoin. Je sais qui c'est.